le service après-vente. Donc le produit global englobe le produit tel qu'il est souhaité par le consommateur, plus le service après-vente. Le service après tous les services liés. La livraison, l'installation, la possibilité de crédit, la garantie, pardon, les conseils et tout ça. Donc le service après-vente, d'une façon générale. Et le produit potentiel, c'est le produit global, plus les changements qui peuvent survenir sur le produit dans le futur, c'est-à-dire l'innovation, les nouveautés. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ce produit-là? Normalement, le produit potentiel, ce n'est pas un produit réel, il n'existe pas actuellement, il existe dans le futur, c'est-à-dire ce produit-là, cette bouteille, lorsqu'on va lui apporter des changements, peut-être que ça va devenir carré ou rectangle au lieu de cette forme, avec une autre couleur. D'accord? J'ai dit peut-être, donc c'est pas sûr. Donc les innovations ou les nouveautés qu'on va apporter au produit dans le futur. Donc les différents niveaux de produits nous amènent à étudier, avant de passer à un autre point, quand le consommateur veut acheter un produit, sur quelle base il compare entre les différents produits? Est-ce que c'est sur le premier niveau, le noyau, sur le produit générique, ou bien sur le produit attendu, le produit global ou le produit potentiel? Il compare. Si je veux acheter une voiture, je vais comparer les caractéristiques des voitures, sans prendre en considération le service après-vente. Je ne prends pas en considération la possibilité de crédit, l'installation, l'entretien, mais ça n'existe pas au niveau du produit générique, le service après-vente ou bien les services liés. Ce n'est pas au niveau du produit générique, c'est au niveau du produit global. Donc je compare tout le pack, ça veut dire le produit plus les services après-vente ou bien les services liés. Donc je compare le produit global. Je ne compare pas le produit potentiel parce que ce n'est pas un produit réel, il n'existe pas actuellement, c'est dans le futur. C'est clair? On ne va pas traiter la classification, par directement vers le cycle de vie du produit. Donc le cycle de vie du produit, ce qu'il faut savoir à propos de ce cycle de vie, c'est qu'il est composé de 4 phases. Je présente le cas général, mais il y a des cas particuliers dans lesquels le cycle de vie est composé uniquement de 3 phases. C'est le cas des services. Pour les services, le cycle de vie est composé de 3 phases, pas de 4. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la phase de croissance, il y a uniquement le lancement, la maturité, directement à la maturité et le déclin. Mais pour les biens matériels, il y a 4 phases. Donc il y a la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase du déclin. C'est comme le cycle de vie de l'individu. Il y a la naissance, le développement ou bien la croissance, la maturité aussi, et il y a la maturité, votre camarade a dit, après c'est la mort. Le vieillissement, la mort. Donc c'est la maturité, le vieillissement et la fin du vieillissement. Donc c'est le cycle de vie normal. Ça n'empêche qu'il y a des exceptions dans tous les cas. Parfois on n'arrive même pas à la maturité. Alors, le cycle de vie du produit, le cycle de vie normal du produit, ça commence par le lancement. Donc je parle ici d'un produit nouveau.
c'est un produit nouveau. Lorsque je parle du cycle de vie, donc c'est le cycle de vie d'un nouveau produit. Ça commence par le lancement, donc une entreprise qui a innové, qui va produire un produit nouveau. Elle va bien sûr lancer le produit sur le marché. Lorsqu'elle lance le produit sur le marché, il y a des caractéristiques de cette phase. Que se passera-t-il pour les ventes? Les ventes au niveau du lancement, lorsqu'on vient de lancer le produit. Les ventes sont faibles. Pourquoi les ventes sont faibles? Parce que le produit n'est pas connu par la population, qui est par les consommateurs. Le produit n'est pas encore connu. D'accord? Puisque les ventes sont faibles, les profits sont aussi faibles parce que bien sûr le coût est là, les coûts qu'on a supportés. Peut-être qu'on a supporté aussi des coûts de l'innovation, plus les charges fixes, plus les charges variables. Donc on a supporté un certain nombre de coûts. D'accord? Les ventes sont faibles, ça veut dire que le chiffre d'affaires sera faible. Les coûts sont élevés, surtout les coûts unitaires, parce que la quantité produite est limitée, parce qu'on a dit qu'il faut produire ce qu'on peut vendre. Donc on va produire une quantité limitée parce qu'on ne peut vendre une quantité limitée, ce qui fait que le coût unitaire est faible ou élevé. Le coût unitaire. Vous suivez ou non? Donc je répète, pendant la phase de l'introduction ou bien du lancement, on a dit que les ventes sont faibles, sont limitées. Pourquoi? Parce que le consommateur ne connaît pas encore l'existence du produit. L'entreprise vient de lancer son produit. Donc les ventes seront limitées. Alors que les charges sont importantes. Parce que c'est les coûts fixes, c'est les coûts variables. Peut-être qu'on a supporté des coûts de recherche et développement pour produire un nouveau produit. D'accord? Donc les coûts sont importants. Le coût total. D'accord? Donc le coût total, lorsqu'on le divise sur une quantité limitée, est-ce qu'il sera faible ou élevé? Il sera élevé. Si on le divise sur 10, et si on le divise sur 20, dans quel cas on aura des coûts élevés ou dans quel cas on aura les coûts faibles? On aura des coûts élevés, des coûts unitaires élevés lorsqu'on divise par 10. Les mêmes coûts. On les divise par 20, bien sûr, ça va être moins. C'est des coûts faibles. Donc, pendant la phase du lancement, les coûts unitaires sont élevés, les ventes sont faibles, donc le profit sera faible. Parce que le profit, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. D'accord? La recette totale, c'est la quantité multipliée par le prix. On a dit que les quantités sont faibles. Donc, les recettes totales vont être faibles. Avec des coûts importants, ça donne un profit. Ça donne un coût très faible, ça donne un profit faible. Parfois, il n'y a pas de profit, il est nul. Parfois, c'est des pertes qu'on réalise au niveau de la phase de lancement. La première année, la deuxième année, on supporte des coûts de lancement, on supporte la perte pour pouvoir bénéficier par la suite. Et bien sûr, quel est l'objectif au cours de cette phase? C'est de faire, l'objectif marketing, c'est de faire connaître le produit auprès de tout le monde pour augmenter les ventes. Donc on fait de la publicité, on fait les tests, comme la dégustation, les tests de dégustation, on encourage, on fait des promotions parfois, donc des offres spéciales pour encourager l'achat du produit et pour conquérir plusieurs
clients. Pendant la phase de croissance, les efforts marketing qui ont été engagés au cours de la première phase vont donner leurs fruits au niveau de la deuxième phase, la phase de croissance. Donc la publicité va toucher un certain nombre de clients qui vont devenir, bien sûr, des clients d'entreprise. Donc les ventes vont augmenter. Les ventes vont augmenter, ça veut dire que le chiffre d'affaires va augmenter. Le coût unitaire va diminuer un petit peu parce qu'on a augmenté les quantités vendues. Les coûts, surtout lorsqu'on divise les coûts fixes sur la quantité produite, on va avoir un coût unitaire moyen. Il n'est pas élevé pendant la phase de lancement. Et il n'est pas tellement faible comme il va être au niveau de la phase de maturité parce que le coût va encore diminuer lorsqu'on va augmenter la quantité produite. Je parle du coût unitaire. Alors, le profit. Le profit au cours de la phase de croissance. Il y a une augmentation du profit. Donc, l'entreprise va commencer à réaliser le profit. S'il ne réalisait pas auparavant, elle va le réaliser. Si elle réalisait des profits faibles, elle va augmenter ses profits. Pourquoi? Tout simplement parce que les recettes augmentent avec l'augmentation de la quantité vendue. Donc l'objectif au cours de cette phase, bien sûr, la concurrence va être forte. La concurrence, vous le savez, suit la rentabilité. La concurrence est à la poursuite de la rentabilité. À chaque fois qu'il y a une branche qui est rentable, elle s'introduit dans la branche. Donc, lorsque le produit entre dans la phase de croissance et il devient rentable, on va avoir plusieurs concurrents qui vont faire la même chose. Donc, la concurrence va augmenter au niveau de la phase de croissance. La clientèle aussi le nombre de clients va augmenter. Au début, avec la phase de lancement, il y a quelques clients, ce qu'on appelle les pionniers. Les pionniers, ça veut dire ceux qui aiment la nouveauté et qui essaient les nouveaux produits. On peut avoir des gens pionniers, à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, ils veulent l'essayer. Et les suiveurs. Les suiveurs n'aiment pas essayer les produits, ils veulent attendre la première expérience et par la suite, ils peuvent acheter les produits. Ça dépend des personnalités, ça dépend des personnes. Ça, c'est une caractéristique propre à chaque individu. Si vous faites la même chose, ça veut dire que vous allez essayer de vous distinguer en deux personnalités, vous allez trouver que soit vous appartenez aux pionniers, soit aux suiveurs. Donc les pionniers, c'est les personnes qui cherchent la nouveauté et qui essaient les nouveaux produits. D'accord? Ils cherchent toujours les nouveaux produits pour les essayer. Les autres, l'autre type, c'est les suiveurs. Ça veut dire j'attends jusqu'à ce que les autres essaient le produit et par la suite je vais l'acheter. D'accord? Alors, au cours de la phase de croissance, le nombre de clients va augmenter. Il n'y a pas que les pionniers, il y a les pionniers qui ont décidé d'adopter le produit, et il y a d'autres personnes. Alors, l'objectif marketing au cours de cette phase, pendant la phase de croissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, augmenter le chiffre d'affaires, produire plus, vendre plus, conquérir de nouveaux clients, augmenter la part de marché. Au niveau de la maturité, donc le produit est entré dans la phase de maturité. Donc au niveau du produit, oui, mais tout d'abord les caractéristiques de la phase de maturité. La phase
phase de maturité, les ventes ne diminuent pas, les ventes augmentent jusqu'à devenir un niveau maximum. Regardez la phase de maturité, il y a le niveau maximum de vente. Le maximum de profit. Donc c'est la phase durant laquelle l'entreprise réalise le maximum de profit. Donc elle va augmenter les ventes, augmenter, jusqu'à atteindre le point de saturation, là où l'entreprise réalise le maximum de profit. Donc elle réalise le maximum de profit, ça correspond au maximum de quantité qu'elle peut vendre, ça correspond à un coût unitaire minimum qu'elle peut réaliser. Ça correspond bien sûr aux économies d'échelle. C'est à ce niveau-là que l'entreprise réalise des économies d'échelle parce que c'est le coût le plus faible. Et donc elle réalise le maximum de profit parce qu'on sait que le profit, c'est la différence entre la recette totale et le coût total. On a dit le coût total le plus faible, la quantité la plus élevée, donc la recette totale la plus élevée, avec les coûts les moins élevés, ça donne le profit le plus élevé. Il faut noter que cette phase se caractérise par trois sous-phases. Il y a la majorité croissante, la majorité stagnante et la majorité décroissante. C'est pour cela que vous voyez ici qu'il y a trois allures. La première allure au niveau de la phase de majorité, une croissance. Deuxième allure, c'est la stagnation. Et la troisième allure, c'est la décroissance. Donc, à partir de la décroissance, on entame la phase du déclin. On est proche du déclin. Je n'ai pas terminé avec la phase de maturité. J'ai dit un coût faible, vente maximale, profit élevé, le plus élevé possible. La concurrence est la même. Aucun concurrent ne peut s'introduire au niveau de la phase de maturité. Pourquoi? C'est la même. La concurrence qui était pendant la phase de croissance, c'est elle qui va rester au niveau de la phase de maturité. Pourquoi? Parce qu'on sait que la phase de maturité est proche du déclin. Donc la concurrence ne va pas venir pour passer quelques temps à exploiter cette rentabilité. Le produit va par la suite décliner ou va disparaître. C'est pas bien pour l'entreprise. D'accord? Alors, la phase de maturité se caractérise aussi par des objectifs marketing. Ces objectifs, on cherche à maximiser le profit. Durant la phase de maturité, on cherche à maximiser le profit et à garder la part de marché. Garder la même part de marché et à augmenter le profit pour ne pas laisser la place à la concurrence. On garde la même part de marché, c'est-à-dire si on occupait 40% du marché, on doit rester à 40%. On doit accaparer 40% du marché pour ne pas laisser la place à la concurrence de s'introduire. Alors la phase du déclin, c'est généralement lorsque le produit devient obsolète. Ça veut dire quoi obsolète? L'obsolescence, oui, ça n'a rien à voir avec le profit, mais ça a une relation avec la valeur. L'obsolescence, c'est en relation avec quoi? Avec la diminution de la valeur à cause de quoi? Très bien, avec le dépassement technologique. Lorsque le produit
est dépassé sur le plan technologique. On appelle ça l'obsolescence, ou bien on appelle ça, il n'est plus à la mode, il est dépassé par un autre produit. L'exemple, c'est les téléphones portables Nokia. Auparavant, à une certaine époque, il y avait une forte demande parce que c'était à la mode, mais par la suite, elles étaient obsolètes par les autres versions de Samsung, les nouvelles versions. D'accord? Alors, le déclin, ça veut dire la chute du produit à cause, bien sûr, ça peut être à cause de l'obsolescence, donc ça peut être à travers un changement, par exemple, des goûts du consommateur, qui considère que le produit n'est plus souhaité ou désiré, donc il va entrer dans la phase de déclin. Oui, c'est l'obsolescence. Oui, la valeur diminue. La valeur diminue à cause du phénomène de l'obsolescence. Ce que je peux noter à propos du cycle de vie, c'est que les produits n'entrent pas tous nécessairement dans la phase du déclin. Même face au phénomène de l'obsolescence, on peut avoir une stratégie. C'est la stratégie de relancement du produit. Ça veut dire avant qu'il entre dans la phase du déclin, avant que le produit entre dans la phase du déclin, c'est-à-dire à la fin de la maturité, et surtout dans la phase de maturité décroissante, le dernier point en ce qui concerne la maturité stagnante, donc le dernier point, on relance le produit, on le relance dans un autre cycle de vie. C'est un peu plus confortable. Il fallait qu'il garde la chose pour les gens qui sont là-bas debout. Tout à l'heure, je lui ai demandé d'apporter des chaises pour les gens qui sont debout. Il m'a apporté moi-même des chaises. Alors, qu'est-ce qu'on a dit à propos du relancement? Donc, on parlait du relancement du produit. Relancer le produit dans un autre cycle de vie. Donc, la plupart des entreprises ne veulent pas gaspiller au niveau de leurs produits, puisqu'ils ont déjà créé un produit, ils ne veulent pas qu'il entre dans une phase de déclin. Ils veulent, ou bien elles veulent le garder. Elles veulent le garder comment? Donc elles vont apporter des modifications à ce produit-là pour qu'il n'entre pas dans la phase du déclin. À la fin de la phase de maturité, les entreprises apportent quelques modifications. Des modifications sur l'emballage, des modifications sur le design, des modifications sur la qualité, on change les matières premières utilisées, des modifications même au niveau du prix. Lorsqu'on change le prix, ça peut être une innovation.
Donc on apporte une modification sur les éléments constitutifs du produit et on aura un nouveau produit et donc il va être relancé dans un autre cycle de vie. Donc à partir de ce point-là, ici, on va avoir une autre courbe comme ça qui va bien sûr marquer un autre cycle de vie. C'est bon? Donc c'est les quatre phases, chaque phase avec bien sûr les caractéristiques. À noter qu'au niveau du déclin, donc on a dit que le cours sera faible, c'est le même. Les ventes sont faibles, ça diminue. Donc le coût unitaire est le même que celui de la maturité, parce que l'entreprise ne va pas investir ou bien augmenter les charges au niveau de la phase de déclin. Pardon? Le profit devient, ça diminue au niveau de la phase du déclin. Pourquoi le profit diminue? Parce que la recette totale diminue. À cause de quoi? Les quantités vendues diminuent. Donc le profit va diminuer au cours de la phase du déclin parce que la recette totale diminue, parce que le coût total est le même, il n'augmente pas. Le coût unitaire reste le même. Le coût n'augmente pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de charges supplémentaires. L'entreprise ne va pas investir. Elle ne va pas, par exemple, faire de la publicité ou faire un effort au niveau marketing. Donc les coûts seront les mêmes. Elle va garder le même coût unitaire. Le profit va baisser parce que les quantités, c'est normal, les quantités vendues ont baissé. La concurrence va commencer à se retirer de la branche. La concurrence qui existait auparavant, donc elle va se retirer parce que c'est la phase du déclin. Il n'y a plus de rentabilité ou bien les profits ont diminué. Donc elle va quitter cette branche. Elle ne va pas produire ce genre de produit. Pour les objectifs marketing au cours de la phase du déclin, les objectifs marketing, c'est de réduire les dépenses pour préparer le déclin, la suppression du produit du marché. Elle va supprimer le produit du marché petit à petit. Pas d'investissement au niveau marketing. Donc l'objectif, c'est de retirer le produit du marché. Si elle décide, bien sûr, de retirer le produit, ça veut dire si elle décide de le faire entrer dans la phase du déclin. Si l'entreprise ne veut pas renoncer à son produit, elle va le relancer dans un autre cycle de vie. Donc après le cycle de vie, on passe aux éléments constitutifs de la politique produit. Les éléments constitutifs de la politique produit, c'est la gamme, la marque, le conditionnement, l'étiquette, la qualité, le service lié et le style et le design. Je commence par la gamme. C'est quoi une gamme? Une gamme, tout simplement, c'est un ensemble de produits. Une gamme, donc je commence par cette composante, la gamme. Il n'y a pas que la gamme, il y a la gamme, la marque, le conditionnement, l'étiquette, la qualité, les certificats, le style et le design. Donc je commence par la gamme. Qu'est-ce qu'une gamme? Une gamme, c'est un ensemble de produits entre lesquels il y a une
relation. Un ensemble de produits entre lesquels il y a une relation. Soit ils sont de la même catégorie, c'est-à-dire qu'ils répondent au même type de besoin, soit ils se retrouvent sur le même point de vente, d'accord? Ils se retrouvent sur le même point de vente. Le cas de margin, la gamme de margin est très étendue. Qu'est-ce qu'on trouve à margin? Il y a des produits de différentes natures. Mais malgré ça, on appelle tout ça une gamme, la gamme de margin. D'accord? Il y a les vêtements, il y a l'alimentation, il y a l'électroménager, il y a tout. Donc, c'est une gamme qui est très large. Et le fait d'avoir une gamme de margin, c'est uniquement parce qu'ils se retrouvent, ces produits-là se retrouvent sur le même point de vente. Si on prend l'exemple d'Yves Rocher, la gamme Yves Rocher. La gamme Yves Rocher, on peut trouver, il y a un ensemble de produits qui sont destinés à la même clientèle. On s'adresse à la même clientèle. C'est des produits vendus à la même clientèle. Ça veut dire la cliente qui vient pour acheter des shampoings, elle achète la crème, elle achète peut-être des produits maquillage, des parfums, etc. D'accord? Et si on prend l'exemple d'un vendeur de produits, c'est la même chose, c'est la nature de la clientèle, ça veut dire que c'est les mêmes clients qui achètent ce produit-là. Si on prend l'exemple d'une gamme dont les produits sont vendus dans la même zone de prix, la relation c'est les prix. On prend la gamme de Yakult. Les prix, il y a une fourchette de prix entre lesquels varient. Donc il y a de 10 dirhams jusqu'à 100. Il y a des produits dont la valeur, dont le prix est supérieur à 100. 200, donc de 10 jusqu'à 200. Donc c'est des produits qui sont vendus dans la même zone de prix. Donc une gamme, c'est un ensemble de produits. Ce qu'il faut retenir, une gamme, c'est un ensemble de produits entre lesquels il y a une relation. Soit ils sont vendus à la même clientèle, soit ils sont vendus dans la même zone de prix, soit ils répondent à la même catégorie de besoins. Donc vous avez noté la définition, un ensemble de produits liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, s'adressent aux mêmes clients ou sont vendus dans les mêmes types de points de vente ou zones de prix. La gamme présente des caractéristiques. La gamme présente des caractéristiques. Les caractéristiques sont la largeur, la profondeur et la longueur. Pardon? Bien sûr, c'est différent. C'est pas le même sens. Donc la largeur, c'est le nombre de lignes de produits, ou bien ce qu'on appelle aussi l'étendue de la gamme. La profondeur, c'est le nombre moyen d'articles par ligne de produits. Et la longueur, c'est la somme des produits de toutes les lignes. Je répète, la largeur de la gamme, il y a la largeur, la profondeur et la longueur. Ce sont les caractéristiques de la gamme. La largeur, la profondeur et la longueur.
Donc maintenant, il faut se concentrer. J'ai dit la largeur, c'est le nombre de lignes de produits. Ce qu'on appelle l'étendue de la gamme. Si on reprend l'exemple d'Yves Rocher, ou bien on prend l'exemple de Benjamin, parce que les garçons peuvent se plaindre. On prend le cas des produits pour filles. Alors on prend l'exemple de Benjamin, la dame de Benjamin. Combien de lignes on a? Les lignes, c'est les catégories de produits. Donc on a distingué tout à l'heure l'alimentation, les vêtements et l'électroménager. Il n'y a pas que 3 lignes, il y a plus, mais nous allons nous limiter aux 3 lignes. C'est bon? Ça c'est la largeur. La largeur, ça veut dire les lignes. Les lignes, c'est-à-dire les catégories de produits offerts. Maintenant, la profondeur. La profondeur, c'est-à-dire le nombre d'articles par ligne. Le nombre d'articles par ligne. Si on prend au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on a? On va examiner maintenant chaque ligne, on va voir combien d'articles. La ligne alimentation, qu'est-ce qu'on trouve? Quels sont les produits ou bien les articles qu'on trouve au niveau de l'alimentation? Oui, lesquels? Lesquels? Je n'ai pas demandé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire produit d'alimentation. Il faut donner le nom de ces produits-là. Qu'est-ce qu'il y a? Le lait, le sucre, le beurre, le fromage, le pain, les fruits, les légumes, la viande. D'accord? Donc tout ça, c'est la profondeur de la ligne alimentation. Quand on passe par exemple à la deuxième ligne, la ligne électroménager, qu'est-ce qu'on a? Les téléviseurs, machines à laver, lave-vaisselle, frigidaire, les portables, ordinateur. Ordinateur, c'est de l'électroménager. Les robots. Donc c'est la profondeur. On est en train d'examiner la profondeur de la ligne électroménager. D'accord? Vous avez compris la différence entre ligne et profondeur de la ligne. D'accord? Donc ce qu'il faut noter, c'est que la profondeur des lignes, la profondeur d'une gamme peut être différente selon les lignes. Ça veut dire que chaque ligne a une profondeur. La première ligne peut avoir 5 articles, par exemple. Deuxième ligne, 5 articles. Troisième ligne, 2 articles, et ainsi de suite. Comme on peut avoir une gamme dans la profondeur des lignes est pareille. La profondeur de la première ligne égale à 4, la profondeur de la deuxième ligne égale à 4, la profondeur de la troisième ligne égale à 4. C'est difficile de trouver, mais parfois on se calme. D'accord? La longueur maintenant. La longueur, c'est la somme des produits de toutes les lignes. Ça veut dire P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus Pn. La profondeur de la première ligne plus la profondeur de la deuxième ligne plus la profondeur de la troisième ligne égale à la longueur. La longueur, on compte tous les articles qui existent au niveau de la gamme. C'est ça la longueur.
Oui, ça regroupe le nombre d'articles par ligne. Le nombre d'articles par ligne. Parfois, on a le nombre d'articles, on a le nombre de lignes est égal au nombre d'articles par ligne. Et il y a l'égalité entre les différentes lignes. Donc la longueur, c'est L multipliée par P. Ça veut dire que c'est la largeur multipliée par la profondeur. C'est clair? Pour tout le monde? Alors, la gamme mérite d'être gérée, bien sûr. Lorsqu'on a une gamme, on la gère. Comment on la gère? On la gère à travers deux stratégies. La stratégie d'extension de la gamme et la stratégie de contraction de la gamme. Donc, deux stratégies pour gérer la gamme. La gestion de la gamme se fait à travers deux stratégies. Il y a l'extension de la gamme et il y a la contraction de la gamme. La gestion de la gamme. Et la contraction de la gamme. Donc l'extension de la gamme consiste à augmenter la largeur ou la profondeur de la gamme existante. Donc on augmente le nombre de lignes, donc un magasin qui vend par exemple un certain nombre de produits pour femmes, qui vendent par exemple les chemises, les foulards, les sacs et les accessoires, décide d'étendre la gamme, donc décide d'adopter la première stratégie qui est celle de l'extension de la gamme. Il va ajouter une autre ligne. Par exemple, des chaussures. Donc, il va ajouter les pantalons ou les chaussures, par exemple. D'accord? Ou bien, donc, soit il ajoute des lignes, soit il va ajouter des articles au niveau de chaque ligne. Par exemple, au niveau des foulards, il offrait 3 marques de foulards. Il va ajouter une 4e marque et une 5e marque. Donc ça, on appelle l'extension de la gamme. On ajoute soit le nombre d'articles, donc pour étendre la profondeur, soit le nombre de lignes pour élargir encore davantage la gamme. La deuxième stratégie, c'est la contraction de la gamme. On diminue le nombre d'articles par gamme. Donc, soit on diminue le nombre d'articles, soit on diminue le nombre de lignes. On supprime une ligne, ou bien on supprime des articles par ligne. D'accord? Ça, c'est la contraction de la gamme. Donc l'extension de la gamme est adoptée par l'entreprise dans l'objectif de mieux satisfaire la clientèle. Pour mieux satisfaire la clientèle, on adopte ces stratégies d'extension de la gamme. On ajoute des lignes, on ajoute d'autres articles pour mieux satisfaire le consommateur. On pratique aussi ces stratégies lorsqu'on a les moyens de faire ça, parce que étendre la largeur ou la profondeur de la gamme, ça demande de l'argent, ça nécessite des moyens. Et aussi, c'est rentable. Ça augmente la rentabilité de l'entreprise. Parmi ces avantages, ça augmente la rentabilité. Parmi ces inconvénients, c'est un coût élevé. Le coût
généralement dans les périodes de récession, les périodes de crise. Là où le pouvoir d'achat est très limité, le consommateur n'achète pas beaucoup, donc on est obligé de s'adapter à la situation. Donc on réduit le nombre d'articles par ligne, ou bien on réduit le nombre de lignes pour s'adapter à la nouvelle conjoncture qui est bien sûr une conjoncture de récession et de crise. En plus de la gamme, il y a la marque. Deuxième élément constitutif de la politique produit. Deuxième élément constitutif de la politique produit, c'est la marque. Qu'est-ce qu'une marque? Donc la marque, c'est un nom, un terme, un symbole, un signe, un dessin, ou la combinaison de tout ce qu'on a cité maintenant. Ça veut dire que c'est à la fois un nom et un symbole, un nom et un signe, un terme et un dessin. D'accord? Qui permet d'identifier les biens et les services d'un vendeur ou groupe de vendeurs et de les différencier des concurrents. Et c'est ça le rôle de la marque. Donc la marque, c'est un signe distinctif qui permet de personnaliser les biens ou les services d'un fabricant, de les identifier et de les différencier de ceux de la concurrence. Donc la marque, c'est un nom. Donnez-moi des exemples des marques sous forme de nom. McDonald's. Les noms de personnes. Les noms des personnes. Aïcha. C'est un nom, une marque sous forme d'un nom. C'est en espagnol. Il y a quelqu'un qui s'appelle Delicia. La marque. Non. La marque, non, ça veut dire, ça prend le nom d'une personne. La personne qui a inventé le produit, c'est son nom qui est utilisé comme étant une marque. McDonald's. McDonald's, c'est un nom de la personne qui a inventé le sandwich. Marwa. Marwa aussi, c'est un nom. Il y a des filles qui sont appelées Marwa. Et c'est aussi une marque de la personne qui a fondé ce magasin. Zara aussi, il s'allume. Donc il y a plusieurs Mercedes. Mercedes, c'est le nom d'une fille. Donc la marque, donc c'est un nom, ça peut être un nom, ça peut être un terme. Un terme parfois qui ne veut rien dire. Par exemple, homo. Un terme qui ne veut rien dire. Ça n'a pas de signification. Homo, ça n'a pas de signification. Ça peut être une expression aussi. La vache qui est une expression, bien sûr, il y a une signification. D'accord? S'il vous plaît, pas de bruit.
rigole tout le temps, ça ne sera pas une bonne idée parce qu'on a un programme terminé. Alors, un symbole. La marque peut être un symbole. C'est le symbole de Nike. Comment on appelle ça, le symbole de Nike? Ce n'est pas le terme Nike, l'appellation. C'est l'enseigne, c'est le symbole. Il y a aussi le symbole pour les voitures. Par exemple, le losange de Renault. C'est le symbole. Symbole, signe. C'est la même chose, c'est presque la même chose. On ne va pas entrer dans les détails. Un dessin, ça veut dire quelque chose qui existe dans la réalité, mais qu'on a dessiné. Par exemple, la pomme existe en réalité. Il y a Apple de la marque Apple, il y a la pomme. Lacoste, le crocodile. Donc, pour la combinaison de tous ces éléments-là, généralement, on ne trouve pas un seul élément. On trouve la combinaison de ces éléments. Par exemple, Lacoste, on a le dessin et on a le terme Lacoste. D'accord? Nike, la même chose. La vache qui rit, oui, c'est la photo, c'est le dessin. Parce qu'on ne peut jamais voir une vache qui rit. Mais c'est dessiné. C'est le dessin. La question, c'est à quoi sert la marque? Quel est son rôle? Quel est le rôle de la marque pour le consommateur et pour l'entreprise? C'était une question que j'ai posée une année, je ne sais pas quelle année, mais c'était une question d'examen. Pour l'entreprise, quel est le rôle de la marque pour l'entreprise? Différencier le produit de la concurrence. Avoir une image de marque dans le marché. Indiquer l'origine du produit. Vous allez comprendre avec l'emballage, mademoiselle. Avec l'étiquette et l'emballage. Ce qui indique l'origine du produit, c'est l'étiquette, pas la marque. La marque n'indique pas vraiment l'origine du produit. Oui, ça indique, mais indirectement. On peut avoir une indication, mais ce qui indique vraiment l'origine du produit, c'est l'étiquette ou bien l'emballage. On trouve ça sur l'emballage. Mais pour la marque, c'est l'identification du produit pour le consommateur. Pour l'entreprise, c'est la distinction du produit de l'entreprise du produit de la concurrence. C'est distinguer le produit de l'entreprise du produit de la concurrence. C'est la personnalisation du produit. Lorsqu'une entreprise veut personnaliser son produit, elle va lui donner une marque, ou bien le vendre sous une marque. Donc la personnalisation, la différenciation. Quoi encore? Le positionnement, oui, une marque permet de positionner le produit. Quoi encore? L'identification, c'est pour le consommateur. Le consommateur peut identifier le produit. Pour l'entreprise, oui, ça marche aussi pour l'entreprise. Lorsqu'elle veut identifier son produit, lorsqu'elle veut que le consommateur identifie son produit, donc elle va coller une marque. Pour le consommateur, maintenant, l'identification, la différenciation entre les produits, la garantie de la qualité. Une marque, c'est une garantie de la qualité. Lorsque j'achète Lacoste, j'achète une marque, j'achète une qualité. D'accord? Je ne fais pas la publicité pour la marque, c'est juste un exemple.
Quoi encore? La praticité. La marque, ça rend pratique. C'est pratique. Au lieu de s'adresser à l'épicier et lui demander je veux une bouteille d'eau de telle forme, avec un emballage en blanc et en bleu, là où il y a une photo d'un bébé, je vais passer beaucoup de temps à décrire le produit. Alors que si je lui demande donnez-moi une bouteille 6 litres, ça sera pratique. Donc la marque rend pratique l'utilisation et l'achat du produit. C'est la praticité, quoi encore? Donc la garantie de la qualité, la praticité, l'identification, la personnalisation. La communication. Et il ne faut pas oublier un côté qui est très important, c'est le côté ludique de la marque. Ludique, L-U-D-I-U-E. Ça veut dire le côté amusant de la marque. Parfois, c'est amusant de prononcer la marque. On trouve ça amusant. On veut la répéter plusieurs fois. Parce qu'on a aimé le terme. Est-ce que vous avez un 9-9? Donc, mademoiselle trouve que 9-9 c'est amusant à répéter. Moi, ce qui je trouve la marque Kitra, je la trouve amusante à répéter. Quoi encore? C'est le côté amusant, le côté qui fait rire, qui fait la gaieté, la joie, qui soulève la joie, la gaieté, etc., etc. Donc chacun de vous doit avoir une marque qu'il préfère répéter. C'est comme les chansons. Chacun de vous aime répéter une chanson, ou bien une publicité ou autre chose. C'est la même chose pour la marque. C'est le côté amusant. C'est bon? Si j'avais le temps, je vais passer chaque personne va me dire quelle est la marque qu'elle trouve amusante à répéter. Mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps, donc je vais passer rapidement. Donc, les fonctions de la marque, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, les fonctions de la marque, l'identification, la praticité, la garantie, la personnalisation, la spécificité, donc spécificité, distinction. La marque aussi, on a oublié la notoriété. La marque rend le produit notoire. La notoriété, c'est le degré de connaissance. Combien de personnes connaissent le produit? C'est la notoriété. On dit qu'un produit a de la notoriété lorsqu'il est connu par tout le monde. Vous dites populaire. Quelqu'un qui est populaire. En termes marketing, on parle de la notoriété. Quelqu'un qui est populaire, ça veut dire qu'il connaît beaucoup de monde et beaucoup de monde le connaît. Mais au niveau marketing, on parle de la notoriété. Une entreprise qui est notoire ou qui a de la notoriété, c'est une entreprise qui est connue par tout le monde. Donc la marque permet cette notoriété. Ça se diffuse rapidement. Et le côté, bien sûr, ludique. Oui, pour le consommateur et pour l'entreprise. La personnalisation, c'est pour l'entreprise. La personnalisation, la spécificité, et même vous pouvez ajouter, j'ai énuméré quelques fonctions, vous pouvez ajouter les autres. Les autres, on les a déjà notées ici. La distinction, la personnalisation, l'identification, la différenciation par rapport à la concurrence.
ما فيش ما فهمتش علاش انا بالضبط عندي في التليفون. La marque, pour la gérer, ça nécessite une stratégie pour gérer la marque. Donc il y a généralement trois stratégies au niveau de l'utilisation d'une marque. Il y a la marque, la vente du produit sans marque. Vendre le produit avec la marque du distributeur et vendre le produit avec le nom du producteur, bien avec la marque du producteur. Je suis une entreprise. J'ai un produit. Je viens de fabriquer un nouveau produit. J'ai trois choix, trois possibilités. Vendre mon produit sans aucune marque. Il y a des produits sans marque. Ne me dites pas les produits économiques. Parce que produit économique, c'est une marque. Donc, des produits sur lesquels il n'y a aucune marque, aucune indication. On prend le cas de certains vêtements, il n'y a aucune indication. Ces produits sont vendus sans marque. Les fruits et les légumes sont vendus sans aucune marque. Quoi encore? داز لديك لا ماتوريتي الا كنتي كتبع داك داز فيه Par exemple, les ما produits بغيتش sans marque. J'ai donné l'exemple des fruits, j'ai donné l'exemple des légumes. Et même, sur certains fruits, il y a des autocollants là où on colle la marque. C'est pas ça que je désire. La majorité des fruits et des légumes, oui, on met la marque. Je parle des fruits et légumes sur lesquels il n'y a rien. Il n'y a pas d'autocollant, ils ne sont pas emballés. Parce qu'il y a des fruits et légumes, notamment en magasin, qui sont emballés. Et là, on trouve la marque de l'entreprise, le nom de l'entreprise qui a produit ça à l'origine. Parfois, il y a la marque, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de marque sur les fruits et les légumes. Pour les vêtements aussi, on trouve certains vêtements sans marque. Quoi encore? Sur le pain. Donc, le pain peut être vendu sans marque, sauf si on vous donne, si vous partez à certaines boulangeries où on vous donne le sac sur lequel il y a la marque. Donc ça, là, c'est sous la marque. C'est pas un produit sans marque. Je parle d'un produit sur lequel il n'y a pas de marque. Quand est-ce que je choisis cette stratégie? Je choisis cette stratégie, c'est-à-dire vendre le produit sans marque, lorsque je n'ai pas les moyens d'avoir ma propre marque. Je n'ai pas les moyens de payer un distributeur pour utiliser son nom, ou bien sa marque. Et là, c'est la deuxième stratégie. Donc, j'ai dit la première option, c'est la stratégie du produit sans marque. La deuxième stratégie, c'est je vends mon produit sous la marque du distributeur. Je vais coller la marque distributeur. C'est pour cela que vous trouvez certains produits, il y a la marque Marjane, il y a la marque Carrefour. Sur certains produits. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est Marjane ou Carrefour qui a produit ça. Marjane et Carrefour, ce n'est pas les producteurs, c'est les distributeurs. Ça veut dire que le producteur utilise la marque des distributeurs Marjane ou Carrefour en contrepartie d'une somme d'argent. Je donne une somme d'argent à Marjane et je vais utiliser ça pour mettre Marjane sur mon produit. Quand est-ce que j'utilise cette stratégie? Lorsque je n'ai pas les moyens pour avoir ma propre marque.
Ou bien, lorsque le distributeur a une image de marque importante, ou bien il bénéficie d'une grande notoriété, il est connu par tout le monde, donc je veux exploiter cette image de marque et cette notoriété. Et je vends mon produit sous sa marque. Il me reste la troisième option. Troisième stratégie, c'est le produit avec la marque du producteur. Ça veut dire que je vais utiliser ma propre marque. J'ai les moyens d'avoir une marque. Bien sûr, ça nécessite de l'argent. Il y a des gens qui sont spécialistes au niveau de la création des marques, qui vont créer la marque. Je vais bien sûr, pour la protéger contre l'imitation, je vais acheter un brevet ou une licence, ou je vais la protéger je vais l'enregistrer comme quoi c'est ma marque. Dans ce cas-là, j'ai le choix entre trois possibilités au niveau lorsque je choisis d'utiliser ma propre marque. Soit j'utilise une seule marque pour tous mes produits, on appelle ça la marque ombrelle. La marque ombrelle, ça veut dire utiliser une même marque pour tous les produits, pour toutes les catégories de produits. Il y a plusieurs entreprises qui font ça. Par exemple, BIC. Vous connaissez le stylo BIC? C'est les stylos. Cette entreprise fabrique les stylos, les lames de rasoir, les feutres, les crayons de couleur. Pardon? Les gels. Et même le parfum courant. Donc, tous ces produits-là, pour tous ces produits-là, on utilise la même marque, c'est BIC. C'est l'exemple aussi de Moulinex, au niveau de l'électroménager. Pour tous les matériaux, on utilise la même marque. C'est également le cas de UVU. La colle, les blancos, les feutres, tous les produits, on utilise la même marque. D'accord? Deuxième possibilité, c'est utiliser marque par produit. Pour chaque produit, on a une marque. C'est le cas de Procter & Gamble. C'est une entreprise. Procter & Gamble, une entreprise américaine qui fabrique. C'est elle qui fabrique Pampers, Ariel. Pour chaque produit, elle a un nom, bien une marque. Pour les couches pour bébé, c'est Pampers. Pour les détergents, c'est Ariel. Pour les machines, c'est Ariel. Pour les détergents ordinaires, c'est Tide. Quoi encore? Pour les shampoings, Préplus. C'est de Procter & Gamble. Et Monsieur Prof aussi, de Procter & Gamble. Donc, elle a plusieurs marques en fonction des produits. Donc, marque par produit. Troisième possibilité, toujours dans le cas de choix de notre propre marque, c'est une marque double. Là où on a la grande marque et la sous-marque. C'est généralement au niveau des voitures. On a par exemple Peugeot, la grande marque, et les sous-marques, c'est quoi? Pour Peugeot. C'est les chiffres, les numéros. On a la Peugeot 206, la Peugeot 207, la Peugeot 304, la Peugeot 306, etc. Donc c'est les sous-marques. Oui, il y a l'exemple aussi de Danone. Danone utilise la marque mère plus les sous-marques. Les sous-marques, c'est Danimo de Danone, Damet de Danone, Danone de Danone. C'est la marque double. Il y a la marque mère et les sous-marques. Donc lorsqu'on a la possibilité, on peut choisir notre propre marque.
On passe à un autre élément de conditionnement et l'étiquetage. Qu'est-ce que le conditionnement? Le conditionnement, c'est l'ensemble des activités associées à la conception et à la production du contenant ou de l'ensemble du produit afin d'assurer les productions, faciliter son transport, sa vente, assurer sa conservation et faciliter son utilisation par les consommateurs, permettant une bonne utilisation du produit et un bon découpage et un dosage adéquat. Alors, dans cette définition du conditionnement, au niveau de la définition du conditionnement, on a aussi les fonctions du conditionnement, ou bien les avantages du conditionnement. Il n'y a pas que la définition, il y a aussi le rôle du conditionnement. Non, au niveau de la définition, il n'y a pas les niveaux. Au niveau de la définition, on a juste la définition et le rôle du conditionnement. Qu'est-ce qu'il permet? Donc c'est un ensemble des activités. D'ailleurs, il y a une différence entre emballage et conditionnement. On parle même du packaging. On parle du packaging. Le conditionnement, c'est le packaging. Si vous voulez noter, si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Mais si je demande qu'est-ce que ça veut dire, ou bien définissez le packaging, je viens de le dire. Le packaging. P-A-C-K. Ah, vous êtes en S3, il faut savoir prendre les notes. Prendre les notes, lire. Donc le packaging c'est P-A-C-K. A-G-I-N-G. Le packaging ou bien le conditionnement, c'est l'ensemble des activités. C'est l'ensemble des. C'est pour cela que la présence est importante. Il ne faut pas, bien sûr. Vous avez remarqué que tout un chapitre, ça n'existe ni au niveau du polycopier, ni ailleurs. Mais c'est inclus. Le comportement des consommateurs. C'est très important. Il faut bien sûr un travail. Alors, le packaging ou bien le conditionnement, c'est l'ensemble des activités associées à la conception et à la production du contenant. Ça veut dire quoi le contenant? Le contenant, c'est l'emballage. Toutes les activités associées à l'emballage, toutes les activités qui permettent de produire l'emballage. Ça s'appelle le conditionnement. Parce que le terme emballage, l'emballage c'est quoi? L'emballage c'est le contenant. C'est là où on met le produit. Là où le produit est mis. C'est là où on met le produit. C'est l'emballage, c'est le contenant. D'accord? Le conditionnement, ce n'est pas uniquement l'emballage, c'est-à-dire là où on met le produit. C'est le processus, c'est les activités qui ont concouru ou bien qui ont été effectuées pour produire l'emballage. Il y a des activités pour produire l'emballage. C'est pas l'emballage ne tombe pas du ciel. Il y a des entreprises qui produisent l'emballage. Il y a des matières premières qu'il faut acheter pour produire l'emballage. L'emballage de la centrale laitière, de lait qu'on consomme, ou bien du jus d'arbre. Ce n'est pas l'entreprise qui fabrique cet emballage, ce n'est pas la centrale laitière. Elle achète l'emballage auprès d'une autre entreprise qui la fabrique. Donc pourquoi on va ignorer toutes les activités qui concourent à la production de l'emballage et on va considérer uniquement le contenant, c'est-à-dire l'emballage?
Non, il faut prendre en considération toutes les activités qui ont été réalisées pour fabriquer cet emballage. Donc c'est l'ensemble des activités, bien sûr de conception et de production de l'emballage. D'accord? Quel est l'intérêt de cet emballage? Ou bien quel est l'intérêt du conditionnement? C'est de protéger le produit, apporter la protection, protéger le produit, faciliter l'utilisation par les consommateurs, permettre une bonne utilisation, donc utilisation efficace, faciliter l'utilisation et permettre une utilisation efficace du produit et assurer un découpage et un dosage adéquat. Protéger le produit, c'est clair. L'emballage, ça protège le produit. Sinon, il va être abîmé. Assurer la conservation, ça permet de conserver aussi. L'emballage permet de conserver le produit. C'est pas comme lorsqu'il n'est pas dans l'emballage. Il va périner rapidement, alors que lorsqu'il est dans l'emballage, ça peut être conservé un certain temps. Ça permet une bonne utilisation du produit. On va l'utiliser de façon efficace, grâce bien sûr au dosage. La forme de l'emballage est choisie pour assurer cette utilisation efficace. La forme. Donc on choisit une forme qui est adéquate, de façon à l'utiliser de façon convenable. Par exemple, les fermetures, lorsqu'on met des fermetures pour le lait de longue conservation, ça permet de verser le lait qu'on veut, la quantité qu'on veut, et de fermer encore une autre fois et de le placer dans le réfrigérateur. Donc ça facilite l'utilisation. Ça facilite aussi le dosage. Le dosage, ça veut dire la quantité. On arrive à maîtriser les quantités qu'on va consommer. Imaginez si la vache par exemple, ne se vend pas en morceaux et se vend en demi-kilo ou en kilo, sans petits morceaux. On va manger sans mesure et on ne va pas gérer adéquatement la quantité vendue. Donc pour l'étiquette, ça sera pour la semaine prochaine. La politique produit, la politique.